de son ouvrage de recherche qui s'appelle L'Ijtihad collectif et l'évolution du droit musulman, ouvrage qui vient de paraître donc aux éditions et que vous pourrez trouver tout à l'heure à la sortie. Nous avons quelques exemplaires à vous proposer. Alors, dans ce livre, on aborde la question de l'analyse et des principes et méthodes du fiqh, du droit musulman, aussi la question de l'évolution dans la période contemporaine, et c'est ça dont on va parler ce soir avec Yann Ismail, cette question de l'évolution du droit musulman, avec des problèmes comme ceux de l'ijtihad, des questions évidemment dont on a déjà parlé ici, bien évidemment, la question du consensus entre les docteurs, la question du droit des minorités, le fiqh des minorités, mais aussi et toujours la question de la coexistence pacifique, de la tolérance et de la convivialité. Alors, on a à peu près 1h20 pour nous, on va terminer à 20h, on essaie de ne pas aller au-delà de 20h, donc votre intervention sera de 50 minutes, 1 heure, comme vous souhaitez, et puis après on aura un petit moment pour des échanges. À l'issue de la conférence, vous pourrez éventuellement le livre et Marie se fera un plaisir de vous dédicacer son ouvrage. Voilà, donc je lui laisse la parole, et puis on se retrouve tout à l'heure pour échanger avec lui. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier... Ça marche, c'est bon ? Je tiens à remercier l'IFCM et l'ensemble des organisateurs et des organisatrices pour cette invitation. C'est un plaisir de revenir à Lyon, ça fait un certain nombre d'années que je ne suis pas revenu. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai fait une thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg où je travaillais sur la question de l'évolution des mécanismes ou des méthodes herméneutiques du droit musulman contemporain. Et c'est dans ce cadre-là que l'ijtihad collectif était en fait un cas d'étude, un exemple. Donc, si je devais, en guise d'introduction, revenir sur la question de l'ijtihad, c'est le concept clé dans le droit musulman, désignant l'idée d'interprétation, de possibilité, par différentes médiations, différentes méthodes, d'extraire des règles à partir de sources scripturaires et aussi de faire évoluer le droit en fonction des changements spatio-temporels. Et l'ijtihad était défini par le célèbre penseur indo-pakistanais Mohammed Iqbal comme le principe de mouvement dans la structure de l'islam. C'est ce qui permet fondamentalement de faire évoluer le droit en fonction des nouveaux défis, des changements du temps et de l'espace, tout en essayant de rester fidèle aux sources et à un certain nombre de principes fondamentaux. Et ce principe est aussi vieux que l'islam. Il a été légitimé par les juristes et savants musulmans sur la base de différentes sources scripturaires, principalement de la Sunna, notamment un hadith qui est rapporté du prophète de l'islam, où il a envoyé un des compagnons, Mu'adh ibn Jabal, au Yémen, et il lui a dit: comment jugeras-tu les différents cas d'espèce quand tu seras là-bas? Et il a dit à partir du Coran. Et que feras-tu s'il n'y a pas de réponse dans le Coran? À partir de la Sunna. Et que feras-tu s'il n'y a pas de réponse dans la Sunna? Il a dit: Ijtahidu ra'yi wa la alu, c'est-à-dire je produirai mon propre raisonnement. L'ijtihad, la traduction littérale, c'est ça, c'est l'effort d'interprétation, l'effort de réflexion. Et sur le plan technique, au niveau de ce qu'on appelle en arabe l'istilah, l'ilmi, c'est devenu le concept désignant donc l'ensemble des méthodes, des mécanismes herméneutiques. Donc il y a eu beaucoup de travaux sur l'ijtihad et de partisans de l'ijtihad ou de gens qui ont écrit sur le sujet, aussi bien dans la littérature islamique qu'islamologique. Au niveau islamique, je cite dans mon ouvrage des penseurs contemporains comme Mahmoud Chaltout, qui était le recteur de l'Azhar dans les années 50, Mustafa Zarqa, le juriste musulman syrien contemporain, et beaucoup d'autres, le penseur et savant marocain qui était aussi un
leader politique, Ala al-Fassi, que je mentionne dans le livre. Donc il y en a beaucoup qui ont été des partisans contemporains de l'Ijtihad, qui ont écrit sur le sujet. On peut citer aussi Wahba Zuhaili. Et bien sûr, quand on revient à toute la tradition réformiste, Lavrani, Mohamed Abdou, Rachid Reda. Et au niveau de l'islamologie occidentale, il y a eu aussi énormément de travaux sur ce sujet, sur la question de l'évolution du droit musulman par la médiation de l'Ijtihad. Donc je renvoie aux travaux de Bernard Weiss, de Wael Hallaq, de Baber Johansen. Et je mentionne en guise d'introduction dans mon livre un congrès qui avait eu lieu dans les début des années 50 en France, à l'Université de Paris, organisé principalement par la faculté de droit, mais aussi en partenariat avec, je crois, le ministère de l'Enseignement supérieur, ou en tout cas un ministère français, et différentes institutions, et qui avait en fait rassemblé d'éminents juristes et professeurs de droit français avec des juristes venus du monde musulman. Et le congrès portait sur le droit musulman et avait notamment insisté sur la richesse du droit musulman. Le doyen de la fac de droit de l'époque avait dit que le droit musulman était un de ces systèmes juridiques riches en ces points qui rapprochent, et avait insisté sur le fait que une des caractéristiques du droit musulman, c'était son pluralisme et son caractère évolutif. Et donc ça, c'est aussi un élément que je rappelle, parce qu'il y a un préjugé qui considère que comme le droit musulman, du point de vue de son ordre interne, du point de vue de la croyance des musulmans, est basé sur des sources sacrées, divines, il n'y aurait pas de possibilité d'interprétation, d'évolution, de changement dans le temps. Or, toute l'histoire de l'Ijtihad et de l'évolution du droit musulman démontre le contraire, et les travaux académiques sur le sujet sont assez nombreux, donc moi je les cite simplement, et parce que pour moi c'est un fait acquis. Et j'évoque aussi le débat académique qu'il y a eu sur la question de la fermeture des portes de l'Ijtihad, au Xe ou XIIe siècle selon les estimations, et où notamment qui avait été défendu par quelqu'un qui avait été une autorité au niveau de l'islamologie occidentale, Joseph Charte, et d'autres, et qui en fait, en affirmant que les portes de l'Ijtihad avaient été fermées, affirmait aussi que le droit musulman était figé depuis des siècles, et que finalement les musulmans auraient été uniquement dans une sclérose constante depuis de nombreux siècles. Et la recherche scientifique a progressé en islamologie, et il a été démontré que non, les portes de l'Ijtihad n'ont jamais été fermées. Des gens l'ont prétendu, des gens l'ont voulu, mais l'Ijtihad a en fait tout le temps été pratiqué à travers les âges. Et c'est notamment ce qu'avait affirmé l'islamologue Wael Hallaq, qui est professeur à l'Université de Columbia, dans son célèbre article Was the Gate of Ijtihad Closed, et qui depuis avait, en remettant en cause les thèses de Charte et d'autres, avait finalement renouvelé et corrigé la compréhension sur ce sujet au niveau de l'islamologie. Et d'autres islamologues, comme le professeur aussi, qui est aussi américain, Sherman Jackson, lui a essayé de produire une thèse un peu médiane en disant oui, on ne peut pas dire que les portes de l'Ijtihad ont été fermées, mais l'Ijtihad au XIVe siècle n'était pas aussi ambitieux qu'au IXe siècle, et donc il y a eu quand même un déclin. Donc je fais référence à ça en guise d'introduction, pour ensuite aller au cœur de mon sujet, qui n'est pas de vouloir démontrer que le droit musulman est évolutif, parce que pour moi ça c'est un fait acquis, mais de montrer que les méthodes d'interprétation du droit musulman, les méthodes de réforme du droit musulman, donc les méthodes de l'Ijtihad au sens large, ont évolué à travers le temps et à l'époque contemporaine. Moi, je me concentre sur l'époque contemporaine. Et j'ai deux aspects dans mon livre, comme je vais y revenir. Il y a le travail, je dirais, qui est fait en termes d'Ijtihad par les juristes ou savants musulmans qui ont une autorité religieuse en matière d'Ijtihad, et les institutions qu'ils ont mis en place. Et de l'autre, ce que j'appelle moi dans mon ouvrage l'Ijtihad de fait, qui peut être considéré comme illégitime par certaines autorités religieuses, mais qui de fait, à la fois par la prétention de ces acteurs et par
les sujets qu'il touche est un ijtihad de fait, en tout cas c'est comme ça que je l'ai appelé au niveau de ma production académique, au niveau conceptuel, et c'est notamment le fait d'un changement majeur, je dirais même d'une révolution ou d'une évolution épistémologique à l'époque contemporaine qui a commencé à la fin de l'Empire ottoman, avec ce que moi j'ai appelé l'ijtihad étatique, sur comment en fait de nouveaux acteurs se sont appropriés l'ijtihad, et donc le pouvoir de dire le droit, le pouvoir de produire une nouvelle normativité musulmane, le pouvoir d'interpréter la loi religieuse, et notamment un des acteurs majeurs de ce renouveau de l'ijtihad, c'est l'État-nation moderne dans le monde musulman. Et de fait, ces nouveaux acteurs ont enlevé aux ulama, aux juristes musulmans, aux fuqaha, le monopole de l'ijtihad, de ce qu'on appelait dans le droit musulman classique le mujtahid, qui était donc la personne habilitée à pratiquer l'ijtihad avec un certain nombre de critères moraux, cognitifs, qui le rendaient légitime à cette fonction. Aujourd'hui, de fait, ces personnes, ces autorités religieuses n'ont plus le monopole de l'ijtihad. Et donc je situe ça historiquement, principalement à la fin du XIXe siècle, avec la codification de la Mejelle ottomane. Donc, vous savez, dans le contexte des Tanzimat, c'est-à-dire des réformes sur les dernières décennies de l'Empire ottoman voulait se moderniser et même s'occidentaliser en pensant que c'était la voie qui leur permettrait de faire face, dans le contexte d'un rapport de force international, au progrès croissant et rapide et dominant de l'Occident. Donc, il y a eu une sécularisation d'une bonne partie du droit, où ils se sont beaucoup inspirés quand il ne s'agissait pas de copier des codes civils, pénaux, commerciaux, français, italiens, suisses. Et il y a eu, au sein même de l'élite ottomane, un mouvement de résistance qui a tenté de trouver une voie médiane en disant oui, on va moderniser le droit, on va moderniser les institutions, mais en essayant de rester fidèle à la référence islamique. Et il y a notamment une figure qui a émergé, donc qui s'appelait Cevdet Pacha, un juriste et savant musulman, et que le sultan ottoman et l'État ottoman avaient chargé de mettre en place un code civil, mais basé sur le droit musulman. En l'occurrence, l'école hanafite, qui était l'école dominante de l'Empire. Et donc, ils ont mis en place un code civil selon la forme moderne, comme on connaît le code civil français aujourd'hui, avec article 1, article 2, etc., mais qui s'inspirait donc du droit hanafite. Et donc, c'est une révolution, parce qu'on intègre le droit musulman dans un ordre et complètement nouveau, avec des instruments juridiques complètement nouveaux. Et finalement, c'était le début d'un changement important qui va continuer. Et donc, on a codifié le droit musulman, et aussi en codifiant, c'est-à-dire qu'on va bouleverser l'ordre de l'application du droit musulman. Dans l'ordre traditionnel pré-moderne, vous avez des juges, le qadi, qui allait prendre les différents livres des fuqaha et puis avait une marge de manœuvre très large pour prendre tel fatwa qu'il allait appliquer au cas d'espèce pour produire une jurisprudence selon les cas d'espèce. Et là, donc, on va fixer le droit. Parce que si on décrète que l'article 3 de la Mejelle ou l'article 10 stipule que, affirme que, ben, ça sera la seule norme applicable. Donc il n'y aura plus cette possibilité, comme avait le juge, d'appliquer tel ou tel fatwa. Donc on va fixer le droit et lui donner un caractère durable et stable. L'autre élément, c'est en le fixant, on va sélectionner. C'est-à-dire qu'avant ça, le juge pouvait dire, si c'était l'école hanafite, je prends l'avis d'Abu Hanifa, je prends l'avis de Shaybani, je prends l'avis de Sararsi, selon les cas. Là, on va choisir une opinion, et ça deviendra l'opinion unique appliquée par l'État et par les tribunaux de l'État. Et l'autre élément nouveau, c'est que on a sélectionné des opinions au sein de l'école hanafite à cette époque-là,
non pas parce qu'elles étaient l'opinion dominante, comme on dit dans le droit musulman, rajih ou mashhour, c'est le madhab dans l'école juridique, mais parce que cette opinion-là était la plus convenable, la plus adaptée au contexte et aux besoins de l'époque et du moment. Donc ça aussi, c'était une évolution du paradigme herméneutique, où on sélectionne l'opinion du fait de son caractère approprié aux besoins, du contexte de l'époque. Le même phénomène a continué avec le Code de la famille quelques décennies plus tard dans l'Empire ottoman, où là, on a même évolué vers ce qu'on a appelé au niveau de l'analyse et de la recherche, le takhayyur ou le talfiq, c'est-à-dire qu'on ne se limitait plus à une école, mais on allait prendre des avis de plusieurs écoles. Par exemple, même si l'Empire ottoman était hanafite, eh bien, pour répondre aux besoins du contexte et de l'époque, on allait inscrire dans la loi, dans le code de la famille, une opinion de l'école malikite, une opinion de l'école hanbalite, et faire donc ce que moi j'ai appelé dans ma thèse doctorale l'ijtihad éclectique. On pratiquait une méthode éclectique, c'est-à-dire qu'on va mélanger. Et ces ingrédients-là sont devenus ensuite la norme dans la fondation des États musulmans modernes, des États-nations musulmans modernes, après la décolonisation. C'est ce qui s'est passé au Maroc, c'est ce qui s'est passé en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Syrie. Dans tous ces États, on est en construction. Donc l'ordre juridique moderne, à la base d'inspiration occidentale, et s'est posé la question de l'intégration de l'islam, au niveau juridique, au niveau identitaire. Et donc on a intégré l'islam dans ces outils, dans ce système juridique moderne, où l'islam est devenu la religion de l'État selon la Constitution. Donc quelque chose de complètement nouveau, qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam. Où le statut de l'islam est défini par la Constitution. Et donc je reviens dans mon livre, je parle notamment, je cite beaucoup le cas du Maroc, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, sur comment, après l'indépendance, il y a eu des débats, où par exemple, Allal al-Fassi, donc le leader politique et savant marocain, était même déjà lui favorable à intégrer des opinions juridiques en dehors de l'école malékite, soutenait la codification du droit musulman, en disant notamment que les Ottomans l'avaient déjà fait avant, et il considérait que c'était compatible avec l'islam. Et finalement, en faisant un petit saut qualitatif dans le temps, pour le cas du Maroc, comme de beaucoup de pays, je pourrais citer le cas de l'Égypte aussi, on est aussi passé au talfiq, c'est-à-dire on ne va plus se limiter au rite juridique du pays, mais on va aussi prendre des opinions d'autres pays. C'est pour ça, par exemple, au Maroc, quand il y a eu la réforme de la Moudawana en 2004, sur certains aspects du droit de la famille, comme notamment la tutelle pour le mariage d'une femme ou d'autres sujets, on a pris des opinions hanafites, hanbalites, alors que le pays est de rite malékite. C'est ce qui s'est passé en Égypte aussi, avec la loi sur le divorce, où ils ont repris l'école malékite, alors que l'Égypte est chaféite, etc. Donc ce phénomène-là, il est global. Ce que certains ont appelé le talfiq, mais que certains savants musulmans, considérant le talfiq un peu comme un mot négatif, ont essayé de donner une légitimité théologique en fixant un cadre et des limites à ce que moi j'appelle l'ijtihad éclectique, sur le plan académique, en parlant de l'ijtihad al-intiqa'i, de l'ijtihad sélectif. On va sélectionner une opinion, et en allant même plus loin, en disant que non seulement on peut sélectionner une opinion dans les 4 écoles, donc pas seulement une seule, mais en plus sélectionner des opinions isolées qui contredisent les 4 écoles, mais qui ont été défendues par des compagnons du prophète, des tabi'in, c'est-à-dire des successeurs, ou des écoles sunnites qui existaient à l'époque et qui n'ont pas duré dans le temps, comme l'école de Awza'i ou l'école Zahirite. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, la loi sur le testament en Égypte, je crois que c'est dans les années 40 ou 50, si je ne me trompe pas, à vérifier sur la date, avait repris une opinion d'Ibn Hazm, qui était de l'école Zahirite, parce que justement son opinion était plus conforme aux besoins de l'État égyptien, aux besoins juridiques du moment. Donc ça, c'est tout un aspect, et le lien avec mon ouvrage par rapport à ça, et l'ijtihad étatique, c'est que tout ce processus
et collectif. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'ijtihad collectif de fait, même s'il peut être considéré comme illégitime par certaines autorités religieuses. Pourquoi? Parce que quand vous intégrez le droit musulman au droit positif, notamment au droit de la famille, ahwal shakhsiyya, et que cette loi est réformée, c'est-à-dire réformer la loi positive, mais qui est en même temps une loi religieuse parce qu'elle s'inspire du fiqh. Donc on est dans une situation assez intéressante et assez paradoxale. Et qui va réformer cette loi? Ça va être des parlementaires avec des commissions juridiques. Donc c'est pas des mujtahidoun, ce ne sont pas des ulama en tant que tels. Et c'est pour ça que pour un peu peut-être apporter un peu plus de légitimité religieuse, beaucoup de pays ont intégré des ulama au processus. Mais pas comme l'autorité unique, comme un acteur parmi d'autres. Donc c'est là pour moi que je parlais d'un bouleversement ou d'une évolution épistémologique. Donc les ulama, selon les pays, parfois seront juste consultés, dans d'autres pays ont un statut un peu plus important dans la possibilité de contrôler la loi ou de la façonner, comme au Pakistan, il y a un conseil de ulama qui est consulté par le Parlement et qui a un droit de regard plus important. Mais on aura de fait des juristes de droit positif qui seront amenés à réformer, à produire des lois positives basées sur le fiqh. Et on aura aussi des juges civils qui seront amenés à appliquer une loi d'inspiration religieuse. Donc là, on a un bouleversement aussi du centre de gravité de l'autorité de production de la normativité musulmane et d'application des normes musulmanes. Et je cite un exemple aussi où des universitaires ont fait un travail important sur ce sujet, comme je pense à Baudouin Dupré par exemple, ou à Inti Sarrab, qui est le professeur à l'université d'Harvard, sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle égyptienne. On a une Cour constitutionnelle, ordre juridique moderne, qui n'a rien à voir avec l'ordre juridique musulman traditionnel, des juges civils, spécialistes de la Constitution, mais comme la Constitution égyptienne, dans son article 2, nous dit que la loi islamique est une des sources principales du droit. Masdar ra'isi min masadir al-tashri'. Ça, c'est ce que dit la Constitution égyptienne. Donc ça veut dire que, selon les processus de saisie de la Cour constitutionnelle en Égypte, la Cour peut être saisie si quelqu'un juge qu'une loi votée au Parlement n'est pas compatible avec la charia, donc serait anticonstitutionnelle. Et cette Cour va être amenée à juger de l'anticonstitutionnalité d'une loi par rapport à la loi islamique, alors qu'ils ne sont pas, en tant que tels, des mujtahidoun au sens du droit musulman classique. Donc encore une fois, un bouleversement. Et donc dans l'analyse qui a été faite par de nombreux universitaires de cette jurisprudence, on voit que ils essayent de trouver tout un tas de mécanismes assez subtils pour répondre aux questions qui leur sont posées, et parfois même en restant assez général, assez vague, en faisant référence aux maqasid de sharia, aux objectifs généraux et supérieurs de la loi musulmane, de la loi islamique. Donc, tout ça, c'est intéressant. Et donc tout ça, on est encore aussi dans un processus collectif. Maintenant, j'en viens, je dirais, au cœur de mon sujet, c'est-à-dire à l'ijtihad, même si là, ça en fait partie, à l'ijtihad collectif, tel qu'il a été développé à l'intérieur de la tradition musulmane moderne, ou du droit musulman moderne. L'ijtihad historique est individuel. On parle de l'ijtihad al-fardi, individuel. C'est-à-dire qu'il y a un mujtahid, c'est-à-dire la personne, le juriste habilité à pratiquer l'ijtihad, qui va produire un effort de raisonnement, un effort intellectuel pour interpréter les sources et extraire des normes, des nouvelles normes appliquées à des nouveaux cas d'espèce contemporains, en utilisant un certain nombre d'outils qui ont été classifiés dans les fondements du droit musulman, usul al-fiqh, comme notamment le plus connu est le qiyas, le raisonnement par analogie. C'est-à-dire qu'on a un cas nouveau qui n'existait pas à l'époque des débuts de l'islam, et on va essayer de trouver des similarités entre ce cas et un cas à l'époque des origines,
en regardant donc la raison d'être du cas actuel et du cas originel. Et lorsqu'on voit qu'il y a une similarité entre les raisons d'être, hein, le ratio legis, comme on dit en droit, eh bien, on va appliquer au nouveau cas la même règle qui avait été appliquée au premier cas originel. Donc ça, c'est le principe du raisonnement analogique. C'est un exemple. Et on a eu des voix à partir de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle qui ont appelé à développer un ijtihad collectif en disant que pour répondre aux défis modernes et contemporains, à leur complexité, hein, complexification de l'économie, progrès technique et technologique, progrès de la science, il était compliqué d'être expert de tout et la seule voie pour que le droit musulman puisse être à la hauteur des nouveaux défis était, selon eux, de mutualiser les compétences et donc de développer un ijtihad qui ne serait plus produit individuellement mais collectivement. Une des voies qui a été celle des premières voies pour promouvoir cet ijtihad collectif, c'était justement l'auteur que j'ai cité précédemment, Mohammed Iqbal, célèbre intellectuel d'origine indienne, musulman, qui lui donc avait notamment, en lien avec ce que je disais sur l'ijtihad étatique, parlait du rôle des parlements modernes dans la production de l'ijtihad, disant que ces parlements pourraient jouer un rôle clé. Et en même temps, tout en défendant l'ijtihad collectif et le rôle de ces parlements, mettait en exergue les possibles limites. Mohammed Iqbal disait oui, mais le problème c'est que les membres de ce parlement, donc ces députés, ne sont pas nécessairement experts du droit musulman et n'en connaissent pas les subtilités. Donc déjà lui envisageait la problématique. Et donc lui disait voilà, l'ijtihad collectif c'est ce qui permettra de vraiment produire un droit musulman à la hauteur des défis modernes. Et il prétendait, sur la base des sources qui étaient les siennes, que l'ijtihad avait été collectif dans les premiers temps de l'islam, mais que pour des raisons politiques, certaines autorités omeyyades auraient imposé un ijtihad individuel. Parce que l'ijtihad collectif, peut-être, je ne sais pas, ça c'est vraiment une interprétation possible, l'ijtihad collectif donnait trop de liberté aux juristes musulmans ou aux autorités musulmanes. Et d'autres auteurs, par la suite, ont défendu cette idée, comme le juriste musulman contemporain tunisien Tahar Ben Achour, qui parlait aussi de la nécessité de créer des comités collectifs à niveau international de juristes musulmans et de savants musulmans. On a eu, même si l'expression n'était pas nécessairement mentionnée, différents auteurs intellectuels dès le début du XXe siècle, qui, notamment dans le contexte de la chute de l'Empire ottoman, donc de la fin symbolique de l'unité politique du monde musulman, qui disaient qu'il faudrait créer des congrès internationaux qui réunissent l'ensemble des érudits musulmans du monde pour répondre aux questions que se posent les musulmans. On avait notamment un intellectuel russe, musulman d'origine tatar, qui était un des fers de lance d'un courant qu'ils avaient appelé dans la région le djihadisme, qui s'appelait Ismail Gaprinsky, qui lui avait défendu à un niveau international l'idée d'un congrès musulman universel. L'intellectuel et savant syrien Abdelrahman al-Kawakibi avait défendu peu ou prou la même idée. Donc l'idée a émergé et elle a été plus tard, dans le temps, années 50-60, défendue par d'autres et qui ont aussi essayé de commencer à le théoriser, comme Mustafa Zarqa par exemple, Mahmoud Chaltout, défendu aussi l'idée d'un ijtihad collectif. Et donc certains par la suite ont voulu le théoriser et le légitimer, parce que c'était un concept nouveau. On dit voilà, l'ijtihad al-jama'i en arabe, ce terme n'existe pas dans la littérature islamique classique. Donc est-ce qu'il est légitime de créer un nouveau terme, de créer un nouveau concept, de créer une nouvelle façon de pratiquer
l'ijtihad, donc l'interprétation et la production du droit musulman, différente de la manière dont ça a été fait depuis des siècles, la question s'est posée. Et donc beaucoup ont défendu cet ijtihad collectif à partir de différents arguments. Je cite dans mon livre Koutoub Sano qui dit que même si ce concept est nouveau, il est fidèle selon lui à l'esprit du droit musulman. On a aussi des gens comme le juriste musulman contemporain Abdelwahab Khallaf qui disait qu'il y a eu des formes d'ijtihad collectif dans les premiers temps de l'islam, à l'époque des compagnons, et que donc en fait en pratiquant l'ijtihad collectif à l'époque contemporaine, on reviendrait à l'origine. Ça c'était un autre argument. L'autre argument qui revenait beaucoup, c'était de dire qu'en mutualisant et en produisant une normativité musulmane contemporaine collectivement, on maximisait les chances de se rapprocher de la vérité. On maximisait aussi la capacité à faire face à la complexité des sciences et des savoirs modernes. Un autre argument, c'était de connecter l'ijtihad collectif avec le principe coranique de shura, de concertation, en disant que le Coran invite à la concertation, à la production collégiale. Et on a par exemple quelqu'un comme l'auteur égyptien très connu, des figures du mouvement de la Nahda, de la Renaissance, Rachid Reda, qui lui aussi donc, avait parlé d'un ijtihad collectif, même si je ne suis pas sûr qu'il citait l'expression directement, basé sur la Shura, organisée par l'État musulman contemporain, et qui serait produit par ce que lui appelait une version contemporaine des Ahl al-Hal wa al-Aqd, notion du droit musulman classique qui renvoie à l'élite des décideurs. Et Rachid Reda, qui d'ailleurs ne la réduisait pas aux juristes musulmans, aux fuqaha. Pour lui, ça incluait les leaders politiques, éventuellement, je ne sais plus, je crois qu'il cite militaires, enfin en tout cas d'autres institutions civiles. Mais dans le commentaire qu'il fait de la pensée de Rachid Reda, l'islamologue Kamil Mansour dit qu'en fait, Rachid Reda défend pour l'ijtihad contemporain l'idée d'un ijtihad collectif des Ahl al-Hal wa al-Aqd. Donc Kamil Mansour, lui, utilise l'expression d'ijtihad collectif. Ensuite, il y a une autre notion qui est importante, c'est la notion d'ijma, qu'on traduit par consensus, et qui a été catégorisée par les juristes musulmans, spécialistes des fondements du droit musulman, comme la troisième source du droit musulman après le Coran et la Sunna. Et il mentionnait l'ijma, donc source importante du droit musulman, pour dire l'ijma est de fait une production collective, ou a été collective, ou en tout cas le résultat d'une mutualisation d'avis individuels, mais à la fin qui devient collective. Donc en disant l'esprit d'ijma, c'est l'idée d'un ijtihad collectif. On a aussi utilisé cet argument pour le légitimer. Et les deux concepts sont très liés. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre dédié où je parle de l'ijma et ensuite du lien entre ijtihad collectif et ijma. Donc l'ijma, concept clé du droit musulman, qui a fait l'objet de divergences sur exactement ses frontières et ses limites, mais qui a été accepté globalement par tous, par toutes les écoles juridiques musulmanes. Mais voilà, certains parlaient plutôt du consensus des compagnons du prophète, d'autres, amendés comme Shafi'i, élargissaient même à un consensus de toute la Ummah, toute la communauté musulmane. Mais historiquement, il s'est plutôt imposé comme le consensus des juristes musulmans. L'idée de dire qu'en fait, si les juristes musulmans du monde se mettent d'accord sur une question, ça donne une autorité quasiment incontestable à cette opinion qui à la base peut être simplement le fruit d'un ijtihad. Et donc je reviens dans mon ouvrage sur tous les débats sur la question de l'ijma, voilà, depuis Shafi'i notamment et d'autres auteurs, parce que beaucoup considèrent que l'ijma comme autorité centrale s'est imposé avec Shafi'i. C'est ce que disait notamment Joseph Chart,
Mais voilà, d'autres comme Wael Hallaq ont un peu remis en cause cela, et on a des opinions qui considèrent qu'en fait ça s'est développé avant et que les thèses de Shafi'i se sont imposées plutôt après. Donc là il y a tout un tas d'articles et de productions sur ce sujet que je mentionne. Et on a eu toute une tendance aussi influencée notamment par Chartres, et il y avait un article qui avait fait autorité dans les années 60 de Georges Ourani, de l'islamologue Georges Ourani, qui en gros expliquait que le consensus en droit musulman n'avait pas de fondement, parce que ces fondements étaient des hadiths, et que les hadiths pouvaient être mis en cause, et que les hadiths cités devaient être mis en cause selon lui. Et il y a eu un débat ensuite, postérieur, notamment Wael Hallaq critiquait l'article de Georges Ourani en disant mais c'est pas un islamologue contemporain, dans les années 60, de dire si les sources d'un système juridique médiéval sont valides ou pas. L'islamologue, le chercheur, doit constater que dans l'ordre interne de ce système juridique, voici les sources qui font autorité, et analyser à partir des sciences humaines et sociales, et historiques et juridiques, à partir de ce paradigme-là. Donc il a critiqué l'article de Georges Ourani en disant que quelque part il était hors sujet. Donc voilà, je fais référence à ce débat pour montrer le débat interne à l'islamologie. Et Wael Hallaq ensuite développe lui aussi sur en mentionnant des auteurs postérieurs à Shafi'i qu'il considère comme ayant joué un rôle central aussi sur la question du consensus et sur les sources coraniques ou de la sunna utilisée pour le légitimer. Mais Georges Ourani, de manière assez intéressante, même si lui conteste en fait le consensus, et il reprenait notamment certaines opinions de Kemal Farouki, un intellectuel musulman pakistanais, et il disait que Kemal Farouki avait défendu l'idée, et c'est pas le seul, et j'y reviendrai juste après, d'un consensus révocable, en disant, lui, il contestait le caractère irrévocable du consensus. Donc Georges Ourani le cite positivement, et il dit, mais je peux accepter l'idée, pour le droit musulman contemporain, de conciles écuméniques musulmans qui mettraient en place des consensus révocables qui pourraient être mis en cause par un concile postérieur. Donc en fait, de manière pratique, il met en avant les termes de l'ijtihad collectif contemporain. Comme l'avait fait au niveau interne à l'islam, Ismaël Gabrinsky et d'autres que j'ai cités précédemment, ou Mohamed Iqbal. Et pour rester sur l'ijma' avant de passer à un autre point, donc il y a eu, en lien avec l'ijtihad collectif, ce débat sur l'ijma', et donc je reviens sur ça dans mon ouvrage. Beaucoup d'auteurs contemporains, de savants musulmans, de juristes, ont remis en cause la conception dominante de l'ijma', du consensus, qui est de dire, si à un moment donné de l'histoire, il y a des juristes musulmans ont entériné une opinion, celle-ci s'impose à l'ensemble des générations postérieures. Donc là, je cite des autorités religieuses et des juristes musulmans contemporains, comme Mahmoud Chaltout, que j'ai cité précédemment, je cite Alal Al-Fassi, Mohamed Abdou, Mustafa Zarqa et d'autres, qui globalement, peu ou prou, avec différents arguments, considèrent, tout en reconnaissant l'autorité et l'importance du consensus, nous disent que celui-ci ne doit pas être absolu et doit pouvoir être remis en cause par des juristes musulmans contemporains en disant que le consensus est basé sur les circonstances et l'intérêt d'une époque, de la maslaha en arabe, et que si ces circonstances et cette maslaha évoluent, il doit être possible de produire un nouveau consensus. Donc c'était aussi l'opinion d'Abdelwahab Khalaf par exemple. Et donc à partir de ces opinions-là, il y a eu un débat sur comment produire un nouveau consensus à l'époque contemporaine. D'où l'importance d'ijtihad collectif. Donc, beaucoup ont dit
l'outil par excellence serait l'ijtihad collectif. Parce que par la pluralité de ces acteurs, ça donnerait plus d'autorité et de légitimité à l'opinion juridique produite. Et donc là, il y a eu tout un tas de débats. Certains ont dit voilà, on peut produire un consensus contemporain à partir de l'ijtihad collectif. D'autres ont dit non, même si l'ijtihad collectif produira des fatwas qui auront une grande autorité, les conditions de l'ijma sont tellement strictes qu'on ne peut pas considérer ça comme un consensus. Donc il y a eu tout ce débat-là, donc je cite dans mon livre les différentes opinions des uns et des autres, Mohamed Sha'ban Ismail, d'autres auteurs. Mais il y a ce débat-là. Donc l'idée de dire que l'ijtihad collectif pourrait amener à un consensus ou une forme de consensus contemporain. Et là, sur le consensus, il y a plusieurs opinions. Il y en a qui le voient aussi bien dans l'islamologie que dans la littérature islamique. Certains voient le consensus comme un outil de sclérose qui favorise la décadence de l'islam, des musulmans, du droit musulman. C'était un peu l'opinion de Georges Ourani, de Joseph Sharp, mais c'est aussi l'opinion de certains penseurs musulmans qu'on qualifie souvent de modernistes ou libéraux, comme Mohamed Shahrour ou Gamal el-Benna, par exemple, qui eux disent qu'il faudrait écarter l'ijma et le remplacer par autre chose. D'autres, au contraire, considèrent que l'ijma peut avoir un rôle important et positif dans l'évolution et le progrès du droit musulman. Et c'était notamment l'opinion de certains islamologues, comme c'était en substance plus ou moins ce que disait Louis Milliot, qui parlait du magistère de la Oumma, du vox populi de l'islam. Henri Laous disait peu ou prou la même chose, qui disait que l'ijma contenait en germe la possibilité pour l'islam de continuité et de changement. Même Ignace Goldziher, le célèbre islamologue, disait que l'ijma pourrait jouer un grand rôle dans l'évolution, le progrès du droit musulman contemporain. Donc des grands noms de l'islamologie l'ont défendu. Et moi je reviens, alors je vais passer directement à la conclusion de mon livre et je reviendrai sur un point important aussi, pour rester dans la théorie de l'ijtihad collectif, par rapport à l'ijma et le consensus contemporain. Mon livre a été préfacé par un brillant professeur de l'université de New York, le professeur Bernard Freeman, qui est un professeur de droit et d'islamologie et qui est notamment spécialiste de la question de l'esclavage dans le monde musulman et dans son lien avec le droit musulman. Et il avait écrit un article de référence dans une revue juridique américaine très connue à l'époque, où il disait que on peut considérer que l'esclavage a été aboli par le droit musulman sur la base d'un consensus, d'un ijma contemporain. Donc là, c'est intéressant parce que ça voudrait dire on peut parler d'un ijma, d'un consensus contemporain, que cette source n'a pas uniquement été produite à l'époque médiévale ou dans les premiers temps de l'islam, mais aujourd'hui n'existerait plus, on ne serait plus capable de la mettre en place. De l'autre, de dire qu'elle peut permettre aussi, à un moment donné, de fixer le droit, d'entériner une opinion basée sur l'ijtihad, pour lui donner une autorité très forte qui permet de faire progresser le droit. Parce que l'abolition de l'esclavage est, Dieu merci, un progrès universel. Et il avait défendu cette opinion et il y a eu des discussions au niveau académique et moi j'en avais discuté avec lui, aussi avec Bernard Freeman, on a eu des discussions sur ce sujet et j'en avais aussi discuté avec le professeur Jonathan Brown de l'université de Georgetown aux États-Unis. Et lui, parce qu'il en parle aussi là, dans son livre Islam and Slavery, l'islam et l'esclavage, il parle aussi de cette question et à un moment donné, il fait référence à un livre qui a été publié il y a quelques années par le savant musulman syrien contemporain, Mohamed al-Yaqoubi, qui a écrit un livre où il réfutait théologiquement les pseudo-arguments de Daesh.
Et dans son livre, il dénonçait notamment le fait que Daesh avait pratiqué l'esclavage en disant que c'était contraire à l'islam, parce que le Coran conteste cela, la Sunna, et parce qu'il y a un consensus contemporain des musulmans sur l'abolition de l'esclavage et qu'il est illicite, il est haram de le rétablir. Et Jonathan Brown dit, mais peut-être que Yaqoubi parlait d'un consensus au sens pratique, mais pas nécessairement au sens du droit musulman. Donc moi j'ai voulu aller plus loin pour apporter quelque chose au débat scientifique. Donc j'ai interviewé Mohamed Yaqoubi sur le sujet, et lui me dit non, dans mon livre quand je parle de consensus, c'est au sens de l'ijma du droit musulman. Et là il me dit, tous les États musulmans, à l'époque contemporaine, tous sans exception, ont signé, ont validé les chartes et les conventions internationales abolissant et interdisant l'esclavage. Ensuite, en prenant l'exemple de Hilf al-Fudul, l'alliance des vertueux qui avait eu lieu avant l'islam mais que le prophète avait validé, il développe sur le fait que l'islam accorde beaucoup d'importance aux contrats, aux conventions, fussent-elles profanes. Parce que Hilf al-Fudul, c'était une convention profane. Laïque, entre guillemets. Et donc il dit, ces conventions internationales signées par les pays musulmans, elles ont une valeur au niveau de la charia. Et il dit, à l'époque, quand elles ont été ratifiées, les grandes autorités religieuses n'ont jamais contesté cette ratification. Donc, on peut considérer que c'est un ijma sukouti. Donc il y a deux catégories d'ijma. Il y a l'ijma sarih, explicite, et sukouti, c'est-à-dire implicite. Implicite, c'est-à-dire quand il y a un avis très majoritaire et que qu'une minorité ne s'exprime pas. Et donc le silence de la minorité sur la question fait que l'opinion majoritaire devient consensus. Et donc il dit, on peut considérer qu'il y a un consensus contemporain sur la question de l'ijma. Et c'est là qu'on voit que, ici, l'ijma a été un outil du droit musulman qui a permis de valider, au-delà d'une interdiction politique, d'une interdiction au niveau de la loi positive, de la valider au niveau du droit islamique. Ce qui est quelque chose qui est considéré, qu'on peut considérer comme un progrès historique et positif. Moi, je cite cet exemple. Donc, voilà un peu pour l'aspect théorique et historique de l'ijtihad collectif. Et maintenant, j'en viens à une autre phase historique qui est ce que j'appelle l'institutionnalisation de l'ijtihad collectif. Donc là, ça commence à partir des années 60. Des comités sont mis en place dans l'optique de réunir des savants musulmans pour qu'ils produisent collectivement un ijtihad et produisent donc des avis juridiques répondant aux questions que se posent les musulmans et les sociétés musulmanes à l'époque moderne. Donc le premier, selon mes recherches et d'autres recherches sur le sujet, qui a été mis en place, c'était je crois que ça s'appelle Majma al-Buhus al-Islamiyya ou un nom de ce genre-là, dans le comité de recherche islamique au Caire, début des années 60, qui était aussi connecté à Al-Azhar. Et déjà à l'époque, dans leur statut, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on crée des institutions très modernes sur la forme, dans leur mécanisme, dans le fonctionnement. On a un secrétaire général, on a un président, on a un vote à la majorité, donc on a un principe démocratique. Donc tout ça, c'est des nouveautés contemporaines. C'est pour ça que moi je présente l'ijtihad collectif comme un renouveau contemporain de l'herméneutique musulmane, parce que les processus et les cadres herméneutiques sont différents de ce qu'était le droit musulman prémoderne. Donc on a ces institutions, on a déjà à l'époque l'idée de dire qu'on va intégrer des juristes musulmans de différentes écoles et de différentes nationalités, même si c'était en Égypte. Et on a donc des comités comme ça qui vont se créer au niveau national, dans beaucoup de pays. On en a au Maroc, on en a en Égypte, dans l'Ifta al-Mosriya en Égypte, on a le Majlis al-Ilm al-Ala au Maroc, le Conseil supérieur des ulémas. Et pareil en Malaisie, au Pakistan, en Arabie Saoudite. Et on a eu, à partir des années 80,
des comités internationaux qui se sont créés avec vraiment l'ambition de représenter l'ensemble du monde musulman. Donc on en a deux qui sont connus, c'est le comité de la Mecque, le Majma' al-Fiqh al-Islami, qui est rattaché à la Ligue islamique mondiale, Rabitat al-Alam al-Islami. Et on en a un autre, où je dédie un cas d'étude un peu plus approfondi, qui est le Majma' al-Fiqh al-Islami al-Douali, qui est l'Académie de Fiqh internationale, on traduit souvent comme ça, qui en fait, lui, cet organisme est, selon moi, le plus représentatif du monde musulman. Pourquoi? Parce qu'il est organiquement rattaché et a été créé par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui est un peu ce que certains appellent l'ONU des musulmans. C'est une organisation internationale qui rassemble l'ensemble des pays musulmans sans exception. Tous les États musulmans en sont membres. Et ils ont créé un comité de fiqh dans les années 80, où chaque pays musulman, donc, avait la possibilité d'avoir des membres, des juristes musulmans, qui soient membres de ce comité. Et donc ce comité n'est pas lié à un seul État ou un seul pays, mais à l'ensemble des pays musulmans, ce qui lui donne une légitimité énorme. Et donc ce comité rassemble, et ça c'est aussi une des caractéristiques de l'évolution de l'ijtihad contemporain à travers le cas de l'ijtihad collectif, c'est ces comités prennent leurs décisions à la majorité par un débat collégial et scientifique, donc l'importance du débat, la confrontation des recherches et des analyses, réunissent des savants musulmans de différents pays et nationalités, de différentes écoles et tendances aussi, donc la pluralité des écoles et des tendances. Ces comités-là ne produisent pas des fatwas basés sur une seule école, mais sur de nombreuses écoles. Et l'autre élément intéressant par rapport à ces comités, mais qui rejoint aussi le sujet de la théorisation, et qui est aussi une nouveauté contemporaine très différente du droit musulman classique, c'est qu'on a intégré dans ces comités ce que souvent on appelle des experts profanes. C'est-à-dire vous avez des économistes, des médecins, qui participent au processus de production de la norme, alors qu'ils ne sont pas ni des mujtahids, ni des savants musulmans. Et comme je vous l'ai dit précédemment, dans le droit musulman classique, le seul habilité à pratiquer l'ijtihad, c'est le mujtahid. Or ici, de fait, ces experts profanes participent au processus d'ijtihad. Même si peut-être que les ulémas ne le diront pas en ces termes, mais moi en tant que chercheur, je constate qu'ils participent au processus d'interprétation et de production de la nouvelle normativité musulmane. Donc on a des sociologues, des psychologues, des médecins, et on a certains intellectuels musulmans un peu rénovateurs ou juristes. Je pense au juriste marocain Ahmed El-Khamlichi par exemple, qui est le président de Dar al-Hadith al-Hassaniya au Maroc, une institution très connue, qui par exemple lui a défendu l'ijtihad collectif, mais a insisté sur l'importance de ces experts profanes, en disant même que parfois leur opinion devrait être plus importante que celle des ulémas, parce que un juriste musulman ne peut pas être expert de toutes les subtilités des questions psychologiques, et médicales et économiques, ou les questions liées aux nouvelles technologies. Il insistait aussi sur l'importance de l'inclusion des femmes, et c'est le cas aussi de plus en plus dans ces comités, d'inclure des experts profanes ou des experts en sciences islamiques féminines. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ça. Les responsables de ces comités eux-mêmes, complètement sur le plan théorique légitimé l'importance de ces experts profanes. On a même eu des institutions qui se sont spécialisées là-dedans. On a une institution au Koweït qui avait été créée, qui s'appelait, j'ai oublié le nom, mais c'est Munazama al-Islamiyya l'Ulum al-Tibbiyya, je crois. Donc c'est l'organisation islamique des sciences médicales qui réunissait justement des juristes musulmans avec des médecins ou des spécialistes en sciences médicales pour réfléchir à des questions contemporaines. Par exemple, la question de la détermination du moment de la mort. Point important pour le droit musulman. Parce que quand quelqu'un est mort, ça change beaucoup de choses. Ça implique
déjà la prière mortuaire, ensuite l'héritage, etc. Et donc, est-ce qu'on doit considérer que la personne est morte quand son cœur s'arrête ou quand son cerveau s'arrête, même si il y a une mort cérébrale, mais que le cœur bat toujours. Et donc, à partir des travaux qui ont été faits par ces comités, travail collectif entre experts profanes et savants religieux, ils ont modifié leur opinion traditionnelle de considérer que la mort était la mort au moment de l'arrêt du cœur, et on considérait que la mort était au niveau de la mort cérébrale. Un autre exemple, ces comités de fiqh internationaux ou nationaux, mais notamment ceux qui sont internationaux, ont produit des décisions depuis des décennies sur des questions complètement nouvelles, comme le don d'organes, par exemple. Est-il licite ou pas? Don d'organes, évidemment, une question qui n'existait pas dans les premiers temps de l'islam, qui est liée au progrès au progrès de la médecine et de la science. Questions comme le paiement de la zakat, donc l'impôt solidaire qui est un des piliers de l'islam, par les entreprises. Parce que dans le système juridique moderne et économique moderne, on n'a pas seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. Le droit musulman classique ne répond pas à cette question. Donc, est-ce qu'une personne morale doit payer la zakat? Ils ont répondu à cette question en intégrant aussi des économistes. Dans mon livre, j'évoque aussi la question de la fécondation in vitro, aussi liée au progrès de la science et de la médecine. Est-ce que ces juristes musulmans ont dû répondre? Est-ce que, d'un point de vue islamique, on considère que c'est licite ou pas, ou dans quel cas, dans quelles conditions? Donc c'est des questions très pointues. Et même là, ça je ne le mentionne pas dans le livre, mais en analysant récemment des décisions récentes du comité de Jeddah, donc rattaché à l'OCI, par exemple, ils ont eu des sessions réunissant des experts profanes et des juristes musulmans sur les crypto-monnaies. Est-ce que les crypto-monnaies, le bitcoin et compagnie, est-ce que c'est licite? Donc question très complexe. Le bitcoin, là, on parle de la question monétaire, bancaire, on parle des réseaux sociaux, d'internet, de la virtualité, on parle de l'argent. Donc une question très complexe, on parle des nouvelles technologies. Et donc c'était intéressant parce que leur conclusion c'était que la question est très pointue, et donc on n'est pas en mesure d'apporter une réponse. On aura besoin de consulter et de débattre encore plus avec des experts et d'avoir d'autres sessions pour pouvoir y répondre. Okay. Donc voilà un peu ce qu'essayent de faire ces comités, et pour moi ils ont, c'est ce que disait Wahab Zuhaili, le juriste musulman contemporain, ces institutions sont vraiment une des traductions pratiques les plus importantes de l'évolution contemporaine de l'ijtihad. Et donc voilà, donc pour conclure, et je vais m'arrêter là, l'idée de mon livre, en plus de présenter l'ijtihad collectif dans son aspect historique, dans son aspect théorique et dans son institutionnalisation pratique, en distinguant l'ijtihad collectif, on va dire, interne au droit musulman tel que produit par les juristes musulmans, et ce que j'appelle l'ijtihad de fait, produit par d'autres acteurs, notamment les États et les institutions étatiques. La question de l'ijma, que j'ai longuement abordée aussi dans l'ouvrage, l'idée de ce livre, c'est de montrer et de démontrer, comme d'autres l'ont fait pour l'ijtihad en tant que tel, que les méthodes du droit musulman ont évolué avec le temps, aussi bien dans la théorie des juristes que dans la pratique. Parce que dans la pratique, le fait que des États pratiquent l'ijtihad, c'est une évolution, comme je l'ai dit, épistémologique. C'est un bouleversement du centre de gravité de l'autorité juridique et légale. Et donc, c'est de montrer qu'il y a une évolution très importante, et même une forme de révolution au niveau de l'autorité religieuse, légale, au droit musulman, et une évolution importante des mécanismes et des méthodes d'interprétation du droit musulman, bien loin des conceptions qui considèrent que le droit musulman est un droit figé et stagné du fait que sa source est considérée par les croyants musulmans comme divine. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, et je pense qu'on aura l'occasion aussi peut-être d'avoir un
débat avec le public. Merci beaucoup, Yanis, pour cet exposé synthétique et passionnant. Alors, on a un moment pour des questions. Faudra que vous réfléchissez. Je crois qu'il y a un micro qui va peut-être circuler. Oui, c'est le mien. J'en profite pour poser une question pendant que vous réfléchissez au vôtre. Et puis après, j'aurai plus de micro, sauf si je pose à nouveau une question en levant le doigt. Alors, très intéressant, effectivement, de la dialectique entre l'ijtihad collectif et la notion d'ijma, dont on a bien parlé. Il y a un mot que je m'attendais à entendre, mais je ne l'ai pas entendu, c'est la question du désaccord des savants, justement. C'est la partie de l'autre côté de la pièce, hein, d'un côté l'ijma, et d'autre part, il y a la gestion de l'irtilaf. Alors, comment, justement, les méthodes contemporaines ont-elles abordé cette question de la gestion de l'irtilaf, de la divergence entre les savants? Alors, c'est une question que j'aborde un peu dans un passage de mon livre que j'ai appelé les limites de l'ijtihad collectif. Parce que je dis, voilà, l'ijtihad collectif a plusieurs limites et j'en profite d'élargir ma réponse par rapport à ce point-là. Certains prétendent qu'il permettra de mettre en place un consensus contemporain et donc de fixer, de stabiliser le droit musulman tout en le faisant évoluer. Et donc il y a plusieurs limites. L'une d'elles, c'est que, comme les savants divergent entre eux, il y a l'irtilaf, les comités de fiqh divergent entre eux. Donc s'il y a un ijtihad collectif produit par exemple par le comité de Jeddah et que celui de la Mecque produit une autre opinion, et je ne parle même pas des comités nationaux, hein, on sache, donc lequel sera l'ijma, lequel sera l'ijtihad collectif ayant la plus grande valeur. Donc ça c'est une première limite, en sachant qu'on a des auteurs comme Kamal Farouki et aussi le juriste musulman, le juriste marocain Khablichi que j'ai cité précédemment, qui eux disent l'ijma et l'ijtihad collectif sont plus pertinents à un niveau local que global. Donc il y a l'idée que les comités nationaux seraient plus pertinents que ceux qui sont internationaux, parce qu'il y a des différences culturelles entre les pays, de contexte. D'autres disent non, au niveau international, il y a plus de légitimité, ça rassemble toute la Oumma, et ça permet de produire un peu un droit musulman standardisé et globalisé, hein, comme l'islam globalisé, comme disait Olivier Roy. Donc il y a tout ce débat-là sur la question de la... Enfin, il y a tout ce débat-là, c'est que moi je pointe cette limite du fait qu'il y a cette divergence. Et donc c'est une question pour moi qui n'est pas vraiment réglée. Après, par exemple, il y avait une fatwa qui avait interdit les assurances commerciales, considérant qu'elles étaient basées sur le gharar, sur l'aléa, donc elles étaient illicites d'un point de vue islamique. Et il y avait un avis minoritaire au sein du comité, je crois que c'était le comité de la Mecque, mais pas des moindres, parce que c'était celui de Mustafa Zarqa, qui sur la base d'autres arguments, lui considérait que c'était illicite. Donc l'avis du comité avait dit que c'était illicite, mais dans la décision, il mentionnait quand même l'avis minoritaire de Zarqa. Donc il y avait l'idée de dire, voilà, il y a un ijtihad collectif, mais l'opinion minoritaire, dans le contexte de l'irtilaf, est quand même acceptée. Donc, je dirais que c'est une question qui n'est pas totalement tranchée, mais qu'il y a d'un côté l'idée de dire que l'ijtihad collectif va permettre un peu de dépasser l'irtilaf, mais en même temps, parfois de l'accepter, et en même temps, il peut y avoir une concurrence entre les comités. Et un autre problème que moi j'évoque dans les limites, c'est que non seulement il peut y avoir une concurrence entre les comités, c'est pour ça que je crois que c'était le comité de Jeddah ou la Mecque, le président du comité avait dit qu'il faudrait que les comités essayent de coordonner, qu'il y ait une synergie pour un peu uniformiser leur position, ce qui n'est pas évident. Surtout quand on sait que, et ça c'est une des autres limites, c'est que l'indépendance de certains comités n'est pas toujours totale. Il y a des interférences politiques, des pressions idéologiques, des instrumentalisations politiques, et je le cite dans mon livre. Donc, même s'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, on sait que voilà, il y a parfois les opinions produites peuvent être aussi en partie le fruit de pression ou d'instrumentalisation des États, de gouvernements, d'intérêts divers et variés. Donc c'est une autre des limites. Merci Yanis. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, Madame là-haut, le micro.
Salam alaikum, Abdelhak, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur, pardon. Ma question, c'est de savoir quand on fait un travail scientifique, là vous avez fait l'état des lieux du débat, mais moi j'aurais bien voulu savoir, vous, quelle est votre position par rapport à la thèse que vous avez développée, l'ijtihad collectif. Et ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que ce ijtihad collectif, comment est-ce qu'il peut s'appliquer, par exemple, au niveau des minorités musulmanes qui vivent, par exemple, dans les pays européens? Une thèse qui a été développée, par exemple, par Tahar Jabal al-Alwani, enfin, qui est décédé, mais qui a été le directeur de l'Institut scientifique américain. Voilà, ce sont mes deux questions. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Merci pour votre question. Alors, moi j'ai fait vraiment ce travail en tant que chercheur et en tant qu'islamologue, donc mon opinion, mes analyses sont plutôt basées sur les sciences juridiques, les sciences humaines et sociales et l'analyse historique. Par contre, j'ai un chapitre qui répond à votre question, et donc d'ailleurs j'invite tout le monde à acheter le livre et à le lire, où je parle donc de ijtihad collectif et fiqh des minorités, fiqh al-aqalliyat. Donc après une introduction où je synthétise la littérature sur le sujet, où je mentionne notamment la contribution centrale de Tahar Jabal al-Alwani, et donc je cite son livre sur le sujet, sur la conceptualisation du fiqh des minorités et les principaux arguments pour le défendre. Je cite aussi Jamal al-Din al-Atiyya et d'autres auteurs qui ont contribué sur le sujet. Et ensuite, je mets en exergue différents auteurs comme l'islamologue et intellectuel musulman Mohamed Hashim al-Kamali, qui est professeur à l'Université internationale de Kuala Lumpur en Malaisie, et une référence internationale au niveau des études islamiques, qui lui, notamment, mettait en avant et expliquait comment l'ijtihad collectif pouvait jouer un rôle important dans le développement du fiqh des minorités. C'était aussi ce que disait l'ancien secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui était aussi le président du comité de fiqh de la Mecque, Cheikh Turki, qui lui aussi disait la question des minorités est tellement complexe, à un degré de complexité peut-être plus important, parce que les minorités sont confrontées à des questions qui n'existent pas dans les sociétés musulmanes. Et donc l'ijtihad collectif serait peut-être l'outil le plus approprié pour répondre aux problématiques spécifiques des minorités musulmanes, notamment celles d'Occident. Donc je cite cela dans le livre, et je mets aussi en avant que on a des comités de fiqh qui ont été aussi créés dans les espaces où les musulmans sont minoritaires. Donc j'ai deux exemples principaux que je cite, c'est le Comité européen de la fatwa et de la recherche en Europe et le Fiqh Council of North America aux États-Unis. Et dans les deux cas, les deux institutions se revendiquent explicitement dans leur statut, dans leur décision, de l'ijtihad collectif. Ils se revendiquent de l'ijtihad collectif, disent qu'ils pratiquent l'ijtihad collectif pour produire leurs décisions, que grâce à l'ijtihad collectif, ils maximisent leur potentiel pour produire un droit spécifique pour les minorités et adapté à leurs besoins et à leurs circonstances. Et donc, dans ce contexte-là, oui, l'ijtihad collectif est considéré par beaucoup d'auteurs et d'acteurs du droit musulman comme pouvant être très bénéfique pour les minorités et le fiqh des minorités. Merci pour cette présentation et votre exposé. Je voulais revenir sur le sujet de votre thèse. Alors, l'évolution du droit musulman, donc on a vu une composante avec l'ijtihad collectif. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez développées dans votre thèse? Et je voulais revenir aussi sur l'idée de Tahqiq al-Manat, donc déterminisme de la norme, si on peut traduire ça comme ça, cher Cheikh Ben Belia, et avoir votre avis dessus et sur l'évolution du droit musulman
et qu'est-ce que ça peut apporter aux droits musulmans. Merci. Oui, alors d'ailleurs, moi je cite ça dans le livre et aussi dans ma thèse de doctorat, les travaux de Ben Beya, que ce soit par rapport à Tahrir al-Manad et sur la production de la fatwa contemporaine, et aussi en lien avec la question précédente sur sa réflexion sur le fiqh des minorités, parce qu'il a aussi écrit sur ce sujet. Et notamment, il y a plusieurs chapitres de ma thèse qui sont d'autres cas d'études de l'évolution des méthodes ou des mécanismes d'interprétation ou de réforme du droit musulman que j'évoque, qui sont en lien avec votre question. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on en a beaucoup, mais par exemple, j'ai un chapitre sur les maqasid al-sharia, donc ce qu'on traduit par les objectifs supérieurs de la loi islamique. Où en fait, c'est un sujet qui est depuis un certain nombre de décennies est devenu à la mode. Et il y a beaucoup de musulmans, de savants ou d'intellectuels musulmans qui ont mis ça en avant, hein, de gens de différentes tendances, et l'ont un peu présenté comme l'outil par excellence qui permettrait de faire évoluer le droit musulman à partir d'une lecture téléologique. Et moi j'ai posé une question au niveau scientifique, au niveau académique, parce que j'observais des lacunes sur le plan méthodologique. Moi, je suis juriste de formation, la méthodologie, c'est important. Et en droit musulman, la méthodologie, c'est central. Et en fait, les maqasid des sharia, c'était un peu... j'ai l'impression qu'en fait, il suffisait de dire, on interprète à la lumière des maqasid et on pouvait un peu dire tout et n'importe quoi. Donc j'avais essayé d'analyser si les auteurs avaient produit quelque chose d'un peu plus consistant sur la méthodologie. C'est concrètement comment traduire ces maqasid, ces objectifs, au niveau de l'ijtihad pratique. Donc pour ça, voilà, donc mon chapitre c'était de répondre à ça. Donc je cite beaucoup d'islamologues qui ont écrit sur le sujet, hein, Felicitas Opuis par exemple, et évidemment beaucoup de savants et intellectuels musulmans, les contemporains un peu plus anciens comme évidemment Tarun Ashur et Ali al-Fassi, évidemment Shatibi, encore de manière plus ancienne, comme Jasser al-Aouda et d'autres. Je cite, et l'Atiya aussi, je le cite, parce qu'il y a aussi donc, beaucoup d'auteurs. Et certains sont allés un peu plus loin. Donc Mohamed Hashim Kamali, par exemple, a parlé de comment l'istihsan, qui est un des outils d'interprétation du droit qu'on retrouve dans le droit musulman classique, en fait, est un des outils par excellence des maqasid al-sharia. C'est ce que dit aussi Jasser al-Aouda. C'est ce qu'insinue l'islamologue Shafiq Shihata, sans le dire directement, sans parler des maqasid directement. Donc j'ai cette contribution-là, par exemple, sur la question des maqasid dans ma thèse, et qui, ce chapitre-là, je prévois de le publier avec des développements postérieurs comme article scientifique. Voilà. Donc, il sera publié, il sera disponible. On voit pas très bien la salle parce qu'on est bien vu par... Vous avez la lumière. Merci. Merci pour cette conférence. Je vous demander sur l'ijtihad. Vous avez parlé essentiellement de pays qui étaient plus ou moins ouverts sur l'Occident. Pour des pays comme l'Iran, ils le pratiquent actuellement ou préfèrent rester sur leurs acquis et qu'ils ont depuis la fondation de la République? Bon, c'est vrai que moi, j'ai plus cité le cas du Maroc, de l'Égypte. Un peu, j'ai aussi parlé de la Malaisie, notamment parce qu'en Malaisie, dans l'institutionnalisation de l'ijtihad, il y a eu des lois qui ont été votées, donc dans le lien aussi avec le droit positif du droit musulman, dans la régulation de la finance islamique, hein, où ils ont, à travers la Banque centrale, imposé qu'il y ait des comités, ce qu'ils appellent des Sharia Boards, pour contrôler la conformité des produits bancaires se voulant islamiques. Je ne connais pas assez l'Iran et je ne suis pas spécialiste du droit musulman chiite.
il faudrait demander au professeur Glaver de l'université d'Exeter, qui lui est plus spécialiste de ce sujet, donc je vous renvoie à ses travaux en Angleterre. Je sais qu'il y a des auteurs iraniens donc chiites réformistes, hein, comme Sorouj par exemple, qui sont des fervents partisans de l'ijtihad et qui ont tout un développement là-dessus. Mais je ne suis pas assez expert pour y répondre. Par contre, je peux répondre parce que j'en parle un peu dans mes travaux sur l'Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, ils ont créé aussi leurs propres comités nationaux de fatwa, qui produisent aussi des fatwas de manière collective. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai oublié les dates exactes, mais si je ne me trompe pas, c'était vers 2008 ou par là. Pour la première fois, c'était sur une décision de l'ancien roi d'Arabie Saoudite, mais avec d'autres corps constitués qui avaient participé à la décision. Ils avaient ouvert pour ces comités le fait de pouvoir baser leur fatwa sur différentes écoles islamiques et plus uniquement sur l'école hanbalite. Donc il était possible pour eux, en tout cas en théorie, de prendre des avis de l'école hanafite, shafiite, malikite, alors qu'avant ça, il y avait un monopole où pratiquement, à voir dans le détail, de la jurisprudence hanbalite dans les décisions des tribunaux saoudiens. En tout cas, en théorie, c'est ce qu'ils prétendaient. Donc il y a eu quelques évolutions aussi à ce niveau-là en Arabie Saoudite, même si ça reste beaucoup plus restreint que dans d'autres pays, comme les pays que je cite, comme au Maroc, où il y a une plus grande ouverture, on va dire. Et en Arabie Saoudite aussi, donc ils ont des comités nationaux qui ont de fiqh, qui ont un pouvoir important, même dans le pouvoir qui leur est donné par l'État. Bonsoir, merci pour cette conférence. Moi j'avais aussi une question sur un cas spécifique sur un pays, donc le pays de la Turquie par exemple, et je me posais juste la question, pour le contexte de la Turquie, comme c'est un pays qui bouge vers une sécularisation depuis déjà des années, je me demandais comment est-ce que le droit musulman se traduisait dans ce pays-là. Alors, c'est intéressant parce que moi je vis actuellement en Turquie, mais je ne suis pas turc, je suis français d'origine marocaine. Et dans la plupart, comme j'ai dit, des pays arabes, il y a une partie du droit qui a été sécularisée, une bonne partie du droit commercial, du droit pénal. Il y en a une partie du droit qui reste basée sur le fiqh en général, donc c'est notamment le droit de la famille, ahwal al-shakhsiyya en arabe, le statut personnel. Mais pas seulement, par exemple au Maroc, vous avez le code de droit réel, qui régule notamment le droit de propriété, etc., qu'on appelle Mudawanat Huquq al-Ainiya, qui est beaucoup basé sur le fiqh malikite. Et pas uniquement, mais le fiqh malikite a un rôle central au niveau de ce code. Pour la Turquie, c'est un des rares pays qui a, dès la première moitié du XXe siècle, complètement sécularisé son droit. Ils ont enlevé tous les aspects du droit islamique. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y avait j'ai oublié comment s'appelait ce professeur, je crois qu'il était prof à la Sorbonne, Ben Khaïra, c'est bien. Oui, ouais. Le professeur Ben Khaïra, je me souviens non plus, c'était un de mes professeurs en master d'islamologie à l'université de Strasbourg. Lui, je crois qu'il avait. Donc je le cite, je ne suis pas sûr, moi je n'ai pas travaillé sur ça spécifiquement, mais lui il disait que le seul élément que le droit turc avait gardé du droit islamique, c'était l'interdiction du mariage par une personne qui est votre frère ou sœur de lait. C'était le seul élément du droit islamique qu'ils avaient gardé alors qu'ils avaient supprimé tout le reste. Après, à vérifier sur le sujet, mais la Turquie globalement ont sécularisé l'ensemble de leurs droits positifs, ce qui n'empêche pas qu'il y a une structuration même étatique du droit musulman ou de la fatwa, de l'émission de fatwa et de la gestion de l'islam à travers le Diyanet, qui est directement rattaché au président turc
et dont le président du Diyanet, qui est pratiquement un ministre, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on a dans le monde arabe des ministres des Awqaf et des Habous, mais qui est en Turquie le Mufti, qui s'appelle Ali Erbash pour le Mufti actuel. Et donc qui là-bas, voilà, presque un statut de ministre, qui a une autorité importante, qui fait partie du protocole officiel au niveau de l'État et du gouvernement lorsqu'il y a des événements, et qui gèrent de très très nombreux lieux de culte, universités, écoles, etc. Ils ont un budget très très important. Et ils produisent aussi des fatwas, mais qui alors ont un statut officiel et quasi étatique, mais qui en même temps s'adressent plutôt à la société civile, c'est-à-dire aux citoyens qui souhaitent suivre les directives de cette institution. Mais ils n'ont pas beaucoup d'influence sur le droit et la production du droit, même si ça peut se faire par des médiations. Vous savez, le doyen Carbonnier, le grand juriste français, disait que même dans le droit français, la religion continue d'avoir une influence par la médiation de l'éthique. Donc, par différentes médiations, il se peut que les parlementaires turcs, les juristes, que l'État tiennent compte des avis du Diyanet dans la production de certaines lois, mais ça se fera par d'autres médiations. On n'est plus dans ce qu'on trouve dans d'autres pays musulmans, comme le Maroc, comme l'Égypte, comme le Pakistan, où là, le droit musulman reste une partie intégrante du droit positif. Il y avait une question de Madame Bao, je crois, c'est la main. La dernière question, après on arrivera à 20h. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet exposé qui me dépayse beaucoup. Moi, j'avais une question sur... oui, parce qu'on n'a pas l'habitude ici en France de raisonner dans des structures étatiques où l'islam est religion d'État. Et en fait, dans le cadre des comités dont vous avez parlé, qui étaient à composition mixte pour produire l'ijtihad collective à travers des savants musulmans et des experts profanes, est-ce que c'est concevable qu'un expert profane précise d'un point de vue éthique la qualité, le titre en vertu duquel il s'exprime dans ces comités vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans un système à religion d'État musulman, en fait, il est évident dans l'esprit de la collégialité que tout le monde est musulman, j'ai l'impression. Enfin, j'imagine, quoi. Et du coup, est-ce qu'il est concevable qu'il puisse s'exprimer en tant que personne athée, par exemple, ou je sais pas comment dire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une exigence déontologique ou est-ce que c'est hors sujet ce que je dis? Voilà, c'est juste une question, merci. J'ai pas d'exemple précis en tête par rapport au statut des différents comités. Donc il faut savoir déjà qu'il y a des comités qui sont entre guillemets issus de la société civile, c'est-à-dire que c'est des groupements de juristes ou d'intellectuels musulmans qui ont créé ces comités, mais qui peuvent avoir une influence internationale, nationale ou internationale, et d'autres qui sont directement structurés sous l'autorité de l'État. Et ça, donc, on le trouve dans beaucoup de pays. De l'autre, effectivement, dans beaucoup de ces comités, les experts profanes sont souvent musulmans parce que c'est l'environnement culturel et contextuel dans lequel ils s'expriment. Mais moi, j'ai vu des cas où des experts dans différentes sciences et spécialités ont été interrogés, ont participé aux commissions et n'étaient eux-mêmes pas musulmans. Ensuite, il y a des intellectuels, des penseurs qui réfléchissent à ça et sur quel est le statut des uns et des autres et à plutôt pousser pour maximiser l'influence des uns ou des autres. Mais au niveau des comités eux-mêmes, pour moi, ça reste assez flou sur quel est exactement le pouvoir de chacun. Mais de manière pratique, ces experts jouent un rôle de plus en plus grand. L'exemple que j'avais cité sur les crypto-monnaies le montre, c'est-à-dire qu'en gros, les juristes musulmans ont dit non, on ne peut pas répondre si on n'a pas plus d'informations de leur part, quoi. Plus de formation et d'informations. Mais d'après des exemples que j'ai vus, oui, il y a une ouverture de beaucoup vers l'idée de dire qu'on regarde la compétence et pas l'identité de la personne. Merci beaucoup, Yanis. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci encore.
autres conférenciers. Donc, si vous voulez approfondir, vous savez que vous avez l'ouvrage à la sortie, donc il y aura une petite séance de dédicace. Je vous donne rapidement le rendez-vous pour les 2 prochains événements de l'IFCM. Donc, la semaine prochaine, le 13 février, Awes Seniger, qui est chercheur à Sciences Po Lyon, nous parlera de l'interaction entre islam et politique au carrefour de la philosophie, de la science politique et de l'islamologie, donc un vaste sujet. Et puis, le 20 février, nous aurons la projection d'un film, Capharnaüm, de Nadine Labaki, qui est donc un film sur la situation au Liban. Voilà, encore merci Yanis, bonsoir à